Enfin, Ram embarque dans la game des pick-up électriques. Parlons-en. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. Il y a quelques jours, Ram ont teasé leur nouvelle plateforme électrique. Oui, un petit tease de la part de chez Ram. Ils appellent ça le Ram Revolution. Enfin, on peut voir qu'est-ce que ça va avoir l'air un peu. On n'a pas toutes les images, je pourrais dire, de vraiment le look du camion. Mais on a une idée de la plateforme. Là, présentement, si vous êtes sur notre chaîne YouTube, je vous montre un petit peu des images de qu'est-ce que ça a de l'air. Fait qu'en gros, regardez, Ram nous a montré leur plateforme. Typiquement électrique. La batterie au milieu, les moteurs à l'arrière et à l'avant. On dirait qu'il y a une suspension à l'air, un peu style Grand Wagoneer. Puis, brièvement, on peut voir un peu l'espèce de shape que le Ram va avoir. Bon, là, je te montre une autre image. Là, on voit un petit peu plus la shape, mais encore là, pas beaucoup de détails pour le Ram. Là. On voit un peu là, peut-être les lumières. On voit que le véhicule va être beaucoup plus aérodynamique. Ouais. Il était temps que Ram rentre dans le game des véhicules électriques. On va se dire, ils sont très en retard à comparer de la compétition. Là. Oui, vraiment. Surtout maintenant avec le prix du gaz qui n'arrête pas de monter en fou. Puis comme on l'a vu dans nos derniers essais routiers, là, dans la gang, chez Stellantis, économie d'essence, ils sont reconnus pour leur Hellcat et Jeep et tout qu'ils consomment. Je trouve que là, c'est un bon move. Comme tu dis, il était temps là, qu'on entre dans la game des véhicules électriques. Là, le Ram, en fait, va entrer en compétition avec le Silverado EV, le F-150 Lightning, le Rivian, le Cybertruck de Tesla qu'on n'a pas encore vu. Ouais, de ce côté-là, regardez, ils disent que le camion va être prêt pour 2024. Moi, je pense que à voir comment que la production de véhicules électriques est poussée chez GM, on peut s'attendre peut-être que d'ici peut-être la fin de l'année ou au début 2023, on va voir des Silverado EV. Déjà là, les fameux Hummer EV sont sur le chemin. Mm-hmm. Les premières éditions ont été livrées. Il y en a une coupe aux États-Unis. J'en ai pas vu encore au Canada. Non. Mais je sais qu'il y en a une couple qui sont sur le chemin aux États-Unis. Puis GM ont annoncé qu'ils poussaient la production de véhicules électriques 2 fois plus que leurs camions, puis leurs SUV, puis toute la kit. Fait qu'ils veulent vraiment mettre leur voiture électrique sur la route. Là. Ah ouais. Puis comment c'est parti, c'est certain qu'ils vont essayer de s'approprier une grande part de marché. On s'entend au début de tout, là, dans l'histoire des véhicules électriques, des pick-up, là, Tesla avait énervé tout le monde avec son Cybertruck. Mais il sort juste pas. Puis une autre affaire, pour 2022, Tesla a annoncé qu'il n'y avait pas de nouveau modèle non plus qui allait sortir. Fait qu'il ne sortira pas en 2022 le Cybertruck. Entre vous et moi, là, le fameux Cybertruck, là, à cause qu'il y a une shape assez non conventionnelle, oui, il y a beaucoup de gens que ça leur plaît, tout ça, c'est original qu'ils fassent ça. Mais j'ai parlé avec beaucoup d'experts, puis ils ont dit la façon que le véhicule est fabriqué, sa shape, son design, ça passe pas les régulations là, de safety, de sécurité. Pour l'impact, pour les piétons, etc. Même là, ils voulaient mettre des vitres blindées. C'est pas légal. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est pas légal. Puis, on va se le dire, ça fait longtemps qu'il a été dévoilé, le Cybertruck. Mm-hmm. Puis, tous les fans de Tesla, puis Cybertruck va tout battre les autres pick-up. Puis, moi, je pense que ça va être vraiment Ford puis GM qui vont arriver sur le marché en premier pour les pick-up. Là. Ford a eu un petit peu d'avance avant GM. Je pense que GM est après, mais ils ont juste attendu de voir ce que Ford allait faire pour un petit peu battre les chiffres. Présentement, côté chiffres, ça va être vraiment ces Chevrolet qui dominent la game, je pourrais dire. Un grand inventaire, autant d'un modèle Pro qu'ils appellent, là, autant chez Ford que chez Chevrolet, des modèles qui vont être plus abordables, qui va partir, je pense, dans les 45 000 $50 000. Je n'ai pas les prix canadiens encore, mais c'est environ dans ce coin-là. C'est quand même intéressant. C'est sûr qu'on n'aura pas le super range de 480 km dans ce coin-là. Là. Mais super intéressant pour ceux qui veulent s'en aller électrique sans dépenser des 100 000 $. Là, c'est sûr et certain, quand on a fait l'épisode sur le Silverado EV, celui qu'on vous montrait, celui-là était dans les 100 000 $. Là, ça devient dispendieux. Oh oui. On n'est plus dans les camions, plus de travail à ce niveau-là. J'ai hâte de voir, moi, quand ils vont sortir vraiment les flottes des trucks pour travailler.
les gars qui travaillent avec ça, vont-ils vraiment faire le gros switch tout électrique tout de suite où le monde va être un peu réticent? Là, avec le prix de l'essence qui monte, là, les gars vont rester peut-être... Tu sais, je pense que les gars vont peut-être rester encore plus sur le diesel encore un petit bout avant de switcher à 100% électrique, surtout s'ils travaillent avec leur camion. Là, c'est sûr et certain, quand on parle de ces camions-là, pour des camions flotte, ça ne joue pas tellement dans le diesel. Là. On n'est pas dans les 2500, 3500. On reste dans les 1500, F-150. La plupart de ces véhicules-là sont à gaz ou il y en a qui roulent sur le propane pour les flottes. Le gros problème, le gros investissement, je pourrais dire, c'est pas vraiment de changer sa flotte, d'acheter un camion ou un autre, ça ne change pas grand-chose. C'est vraiment côté infrastructure, là, mettre tous les chargeurs. Fait que là, si, mettons, une compagnie a 20 camions, mais ça prend 20 chargeurs. Fait que c'est quand même un gros investissement. Il faut avoir la place, les installations, passer les fils, tout ça. C'est sûr et certain, une fois que c'est fait, c'est fait. Combien de temps ça va durer, ces installations-là? 5 ans, 10 ans? Moi, je pense que les chargeurs, peut-être qu'après 5, 6, 7 ans, ils vont être désuets. C'est sûr et certain que pour les compagnies, faut checker. Il faut aussi qu'il y ait une espèce d'opération locale fait que pour qu'ils restent dans le range du camion. Ouais. Fait que de ce côté-là, c'est un autre truc à considérer quand on change notre flotte de camions. Puis aussi, comment que le véhicule est utilisé. Est-ce que c'est un véhicule qui reste tout le temps chaud, tout qui run toujours, peu importe, il est stationnaire, mais il faut garder le chauffage roulé. Tu sais, comme je donne un exemple là, des voitures de police, ambulances, tout ça, là, ça, c'est des véhicules qui roulent jour et nuit. Là. Ouais, sur l'idle, stationné. Fait que de ce côté-là, moi, je pense que le Lightning de chez Ford va être un des premiers sur le marché avec le Chevrolet. Puis à part de ça, chez Ford, ils ont un petit peu moins, comment je pourrais dire, ils ont un petit peu moins sur la table que chez GM. Chez GM, ils ont beaucoup de véhicules électriques à mettre sur la table. Ils ont le Cadillac Lyriq, le Silverado EV, le Hummer EV, toutes les Chevrolet Bolt, que là, il faut qu'ils changent les batteries parce qu'il y a eu un gros rappel là-dessus avec LG, etc. Bolt EV. Sûrement chez Cadillac, il y a des trucs qui s'en viennent. Il y a des grosses rumeurs de Cadillac Escalade complètement électrique. Ouais. Fait que je pense que chez Ford, peut-être un petit peu moins d'électrique. Je sais qu'ils disent que chez Lincoln, ils vont mettre beaucoup de véhicules électriques, un peu une approche comme Cadillac. Mais je pense qu'ils vont avoir un petit peu plus de moyens et d'efforts pour vraiment se concentrer sur le F-150 Lightning. Là, tantôt, qu'est-ce qu'il t'expliquait? Il y a beaucoup de véhicules de travail qui sont à essence, mais aussi au propane. Oui, il y a au propane et au gaz naturel. Fait que les véhicules de flotte, des fois, ils font des conversion kits que j'appelle, qui peuvent être adaptés au propane ou au gaz naturel. Fait que si tu as vraiment une grosse flotte, ou peu importe, même une petite flotte, je me souviens qu'il y avait des flottes un peu de livraison, j'ai déjà vu rouler au propane ou au gaz naturel. C'est des kits qui sont demandés. C'est un autre monde. Quand on tombe dans les flottes de camions, tout ça, c'est carrément un autre monde. Moi, je connais ça parce que dans le temps, chez Ford, je m'occupais des flottes au centre de l'auto. Fait qu'on recevait les clients de flotte, puis on parlait avec eux autres. Fait que là, on avait carrément un autre catalogue qui n'est pas tout le temps... disponible pour monsieur, madame, tout le monde. C'est ça. Fait que là, il y a des options un peu comme ça. Fait que les vrais gars de truck, les compagnies, ces choses-là, là, ils me demandaient ces kits-là. Les kits de conversion au propane, comment ça coûtait plus cher, tout ça. Fait que dans le catalogue, qu'est-ce qui était populaire aussi, il y a beaucoup de kits qui étaient pour runner aussi sur l'éthanol. Fait que il y avait les flex fuel, ces choses-là dans le temps. Beaucoup d'options de ce côté-là. On a vu autant du côté de chez Ford que chez Chevrolet. Ils ont leur version pro, comme je disais. Beaucoup de plastique fait pour travailler. Fait qu'on voit que... autant une compagnie que l'autre sont prêtes à faire le gros changement pour les flottes. Puis on va se dire, entre toi et moi, s'il y a quelqu'un qui peut faire un impact pour l'environnement puis faire des gros changements, c'est des grosses compagnies avec beaucoup de véhicules dans leur flotte. Oui. Oui, beaucoup plus que juste monsieur, madame, tout le monde chez eux. Là.
Fait que de ce côté-là, regardez, c'est sûr que Ram a beaucoup de job à faire. Je pense que Ford et GM ont une avance sur ça. Du côté du Cybertruck, en tant qu'à moi, c'est juste un peu une espèce de feu d'artifice pour le moment. Rien de sérieux. On va le voir quand ils vont vraiment sortir. Ouais, on verra quand il sera là. Moi, je trouve tellement, ils l'ont sorti, tout le monde s'est énervé, puis là, c'est en déclin, on n'a plus de nouvelles, il n'y a plus de nouveautés, il est comme... On va faire vraiment que Tesla fasse quelque chose de fantastique puis de magique parce que on va se dire autant chez Ford que chez GM que chez Ram. Ça fait des centaines d'années qu'ils font des pick-up. Si Tesla veut compétitionner dans ce secteur-là, il va falloir qu'il fasse des choses spéciales. Il va falloir qu'il amène une technologie que c'est jamais vu, un plus que les autres n'offrent pas. Moi, je pense que le Cybertruck va plus compétitionner contre le Rivian. Le Rivian, de ce côté-là, un beau camion, plus petit qu'un F-150, plus petit qu'un 1500. Ouais. C'est comme un peu une espèce de Tacoma. Très puissant. Il paraît qu'il est très le fun à conduire. J'ai entendu aussi, il y a beaucoup de rattles qui conduisent. La qualité de fabrication n'est pas là. Très cher aussi. Fait que, c'est comme un peu véhicule électrique de luxe, de loisir. Là. Ouais. C'est vraiment pour faire un statement. Je pense pas que Rivian va faire une compétition dans un work truck qu'on appelle. Là. Non. Fait que de ce côté-là, regardez tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant pour le fameux Ram. Il n'y a pas beaucoup de chiffres. Je sais que si vous nous écoutez en mode podcast, vous allez voir en ligne, vous pouvez marquer Ram Revolution, vous allez voir un peu l'espèce de tease qu'on a eu. Mais on a 0 chiffre. On sait juste que 2024-2025, ça devrait sortir. Selon moi, regardez, je pense que Ram vont peut-être jouer un peu la carte qu'ils jouent d'habitude, à moins qu'il y ait un gros changement. Ils vont jouer beaucoup sur les chiffres, les plus puissants, les plus rapides. Ce ne sera pas les moins chers, parce que là, on se dit aussi, Ford puis GM, ils jouent beaucoup sur le prix, l'entrée de gamme, les flottes, ces choses-là. Ouais. Ram, ils ont toujours été un petit peu en arrière, côté flotte, côté work truck, tout ça. Je pense qu'ils vont jouer la carte, là, l'ultime truck électrique, le plus puissant. Ils aiment ça être souvent les plus puissants. Ouais. Fait que je pense que ça va être ça un petit peu le futur pour le Ram électrique. Non, ça serait pas surprenant. Entre les 3 géants, on peut dire, dans le pick-up, c'est toujours le concours qui tire le plus. C'est un peu... ça me fait penser tellement à des gars, des petits gars, mais je trouve ça drôle en même temps. Il y a tout le temps un qui sort là, juste 1000 livres de plus. Ouais, mais là, de ce côté-là, s'il n'y aurait pas de compétition comme ça, là, il ne viendrait pas à s'améliorer. Ah non, ça c'est sûr. Mais tu sais, on s'en attend. D'un autre côté, quelque chose d'autre d'intéressant qui est sorti dernièrement au Salon de l'Auto de Chicago. Aux États-Unis, il y a des salons de l'Auto. On n'est pas comme ici au Canada, tout a été cancellé. Chicago a eu quelques nouvelles. De ce côté-là, il y a eu le nouveau Ford Bronco Everglades qui a été dévoilé. Oui. Une nouvelle édition, un autre Bronco. Je sais qu'on parle beaucoup de Bronco dernièrement. Mais Bronco est en feu, c'est temps. On était supposé conduire un Bronco cette semaine. On va vous le dire, c'est la 3e fois qu'on se fait canceller notre essai de Bronco. Oui, il est cassé. À chaque fois, il y a un bris, il y a quelque chose. Quelqu'un a fait un petit peu trop d'hors-route ou une espèce de rattle où il y a un bris, il y a ci, il y a ça. Où les planètes sont pas alignées. Je pense que ça fait presque un an qu'on était supposé conduire le Bronco. Puis, c'est quasiment une joke. Même un de nos amis qui appartient à un concessionnaire, l'autre jour, il me dit « Hey, là, c'est quand tu vas essayer le Bronco? J'en ai un pour toi, je vais aller dans ma cour vu que tu l'as essayé. » Puis habituellement, je priorise un peu celui du manufacturier, parce que si on veut faire du hors-route, ces choses-là, c'est toujours mieux que si on veut faire un vrai test. Qu'un véhicule neuf qui vient d'un concessionnaire, qu'il faut vraiment faire attention. Ce côté-là, ça continue, on va prendre son offre. On est à être plié, là. J'ai hâte de le conduire, ce véhicule-là. C'est un petit peu choquant. Puis là, des fois, quand on se fait canceller un véhicule à la dernière minute, c'est plate à dire, comment on va vous dire ça. Pour vous, peut-être qu'un véhicule neuf, c'est un véhicule neuf, puis on est chanceux d'essayer des véhicules neufs, mais souvent, on va avoir une espèce de reste. Qu'est-ce qui reste dans la cour? Qu'est-ce qui est un petit peu moins passionnant? Puis c'est sûr et certain que comme nous, quand on évolue beaucoup sur YouTube et les autres plateformes, qu'on n'est pas un média, qu'on est obligé de répondre à une clientèle, d'essayer tous les véhicules, puis
On y va vraiment avec ce que vous nous demandez, puis qu'est-ce qui pogne, puis qu'est-ce qu'à un moment donné qui nous rapporte des revenus aussi, côté publicité et tout ça. C'est certain que quand on essaye un Bronco, ces choses-là, c'est plus excitant. Ben même pour nous, là, nous-mêmes, on a des modèles que, hey, j'ai vraiment hâte de l'essayer, celui-là. Puis là, quand on l'attend, puis là, hey, on va l'avoir. Puis là, 2 jours avant, non, tu peux pas l'avoir. Hey, là... Fait que c'est très plate de ce côté-là. Je vous garantis qu'un jour, on conduira un Bronco, là. C'était prévu depuis très longtemps. Puis c'est pas tout le temps le même Bronco, là. C'est comme... Il y en a plusieurs, là. Puis, en tout cas, il y a tout arrivé quelque chose. Je sais pas si le véhicule est pas fiable. Je peux pas vous dire ça. C'est pas ça qu'on dit, là. Mais... À date, on n'a jamais pu l'avoir parce qu'il y a toujours eu un bris. Est-ce que c'est les gens qui font pas attention? Est-ce que c'est le véhicule? Je sais que les autres chroniqueurs, les autres journalistes, quand ils font du hors-route, il y en a qui brassent ça vraiment solide, là. Puis, c'est comme s'il n'y aurait pas de lendemain, là. Fait que peut-être que... Mais d'un autre côté, c'est un véhicule hors route. Fait que s'il est neuf et il est tout le temps cassé, d'accord, ça reste à voir, ça, de ce côté-là. Ouais, mais qu'on mette la main dessus. Si on vient au fameux Bronco Everglades, c'est un peu un modèle style Sasquatch, mais encore plus équipé. Fait que un beau modèle. Puis, tu sais, qu'est-ce que j'aime des thèmes chez Bronco, chez Ford? Ils font un peu un thème avec chaque Bronco qu'ils font qui est un peu il est fait pour un environnement hors route. Ouais. Fait que là, Everglades, si vous savez pas c'est quoi les Everglades, c'est vraiment l'espèce de swamp, là. Avec les alligators. En Floride, là. Fait que moi, quand j'ai déjà vécu en Floride, fait que je sais vraiment bien c'est quoi les Everglades. Fait que là, c'est un véhicule qui va être un petit peu plus capable d'aller dans l'eau. Fait que avec celui-là, il y a vraiment un snorkel sur le côté. C'est la première fois, en tout cas, je pense que c'est depuis toujours, que avoir un snorkel, c'est légal qui a été installé vraiment à l'usine. Habituellement, quand vous voyez un snorkel, c'est vraiment aftermarket ou installé au concessionnaire parce qu'il y a une certaine loi, surtout ici au Canada, qui empêche que ça soit légal du manufacturier. Puis là, eux autres, Ford, ils ont trouvé comment le faire. Puis le snorkel, vraiment cool, il est fait pour faire toutes sortes d'affaires, pas juste pour aller dans l'eau, il est fait pour le sable, la neige, la boîte, etc. Fait qu'il y a comme un entrée d'air qu'on peut changer en avant puis à l'arrière. Fait qu'il peut prendre son air autant par en avant que par en arrière. Puis les ailettes, ils changent. Il y a une petite image là, ici qui nous montre comment ça marche. Très cool de ce côté-là. On a aussi un bumper Ford Performance en métal avec un winch. Le winch peut tirer jusqu'à 10 000 livres. Très intéressant là-dessus. Aussi, c'est un Warn, c'est une très bonne marque de winch. On a aussi une corde synthétique de 100 pieds de long. Fait que c'est quand même cool. Ça vient avec les 35 pouces, avec des gros pneus de ce côté-là, des Goodyear Mud Terrain Tires. Fait que full equip. En gros, là, c'est vraiment comme similaire là, au Sasquatch, mais vraiment, on peut aller dans plus d'eau. Là, j'essaie de trouver exactement comment on peut aller dans l'eau. Je me souviens pas par cœur. Je pense que c'est ici, 36,4 pouces qui peut aller dans l'eau. Fait que c'est très intéressant là-dessus. Puis, tu sais, c'est cool. Là. Il y a l'espèce de graphique Sasquatch qu'il y a sur le côté. Il y a des affaires qui ont rapport avec les Everglades. Si je vois un peu dans les images ici, là, ici on voit, là, il y a l'espèce de trail un peu. On voit les trails qu'on peut aller dans les Everglades. Puis ici, quand on est de près, là, on voit une espèce de Yeti Sasquatch. Là. Puis c'est parce que dans les Everglades, il y a des rumeurs qu'il y aurait une espèce de Bigfoot. Puis ils ont intégré ça dans leur graphique pour le modèle Everglades. Je trouve ça cool, là. C'est-tu vraiment un Bigfoot ou t'es sorti en caleçon une journée vu que t'habitais dans ce secteur? Non, mais en tout cas, moi j'aime ça, les espèces de trucs un peu extraterrestres. On sait. Puis toutes les Bigfoot, ces choses-là. Puis la rumeur qui est dans les Everglades, c'est que c'est une espèce de grand singe, là. Puis il est brun. Puis à cause que c'est une swamp, lui, il marche super vite dans le swamp. Fait que les vidéos qui ont été prises, puis il y en a qui ont été prises comme pas si longtemps, là. C'est pas des vieilles affaires des années 50. OK. Cette rumeur-là. Là. Mais en tout cas, t'as où mon super son, là? Ah, c'est conspiration. Mais de ce côté-là, c'est ça, il marche super vite dans le swamp.
Puis il est super grand. Puis à chaque fois que quelqu'un l'a filmé, il ne comprenait pas. Fait que il y a un nom, il faudrait que je le trouve. Là, je ne m'en souviens pas c'est quoi, mais c'est vraiment comme le Bigfoot de Floride. Ouais, je vais vous mettre en contexte, là. Jules, là, je ris parce que le soir, des fois, on se couche, puis on écoute Ancien Alien. Puis là, il parle de n'importe quoi, là, genre des Bigfoot, des aliens, de ça. Puis là, on est comme, ouais, c'est intéressant. Puis là, Jules s'endort jamais devant un programme à télé. Mais avec ça, on dirait qu'il se met à imaginer, ouais, c'est comme ça que ça se passe. Puis à un moment donné, les fils se coupent, puis ils s'endorment. C'est vraiment bon, c'est parce que c'est un programme qui est intéressant. C'est même si on ne croit pas aux extraterrestres, ces choses-là, ils viennent parler de beaucoup de l'histoire puis de d'autres trucs. Puis là, c'est comme, est-ce que c'est les aliens qui ont fait ça? Ils reviennent sur des choses que des fois, les archéologues, ces choses-là, ils n'aiment pas parler. Puis on voit un autre face. Ils viennent un peu contrer qu'est-ce que le monde ils ont dit. Ils ont dit, mais là, c'est telle personne qui a fait ça, puis ça a été fait comme ça. Puis en fin de compte, ils disent peut-être qu'il y a d'autres théories ou peut-être qu'il y a d'autres affaires qui ça s'est passé. Ouais. À cause qu'ils challengent un peu les archéologues, les historiens, tout ça. Mais des fois, ça vient qu'avec le temps, ils découvrent d'autres affaires, puis ils réécrivent un peu l'histoire. Puis sans remettre ça tout le temps aux extraterrestres, des fois, ils se sont trompés. Ouais. Regarde, je vais te montrer l'image que j'ai faite. Regarde, c'est ça le fameux vidéo, là, l'espèce de singe là, qui marche là-dedans. Puis là, ça c'est vraiment une swamp. Là. N'importe qui a marché moindrement là, dans une genre de swamp, là, c'est super tough, là, ce marché-là. Bon. Sans trop déraper, là, on est assez dérapé, là. Fini ton dérapage. Je trouve ça cool qu'ils ont rajouté ça sur le Ford Bronco. Puis moi, j'ai allumé tout de suite. Je suis comme, tu sais. Fait que, tu sais, il y a d'autres affaires. Il y a d'autres, le Big Ben, ces affaires-là, dans toutes les éditions du Bronco. Là, mais ça, moi, je l'ai remarqué. Là. Mais je trouve ça le fun qu'ils mettent ça. C'est comme un peu des Easter eggs. Tu sais, ça fait vraiment ça. que le camion, c'est un jouet, un peu comme Jeep qui ont tout le temps des petits logos, des petites affaires. Mais je trouve Bronco, c'est comme une coche plus cool. Tu sais, comme là, avec un peu les légendes de Sasquatch et tout ça. Là. Je trouve ça le fun. C'est ça. Là, selon notre besoin, là, fait que si vous voulez vraiment un Bronco qui est bon en route, mais vous avez besoin d'un winch puis d'autres affaires, puis vous passez aussi dans l'eau, tout ça. Il y a d'autres trucs, là, sans rentrer dans tous les détails du camion, mais tu sais, les différentiels, tout ça, sont tous faits pour aller plus dans l'eau. Mm-hmm. Fait qu'il y a une autre belle édition du Bronco. Je sais qu'on parle beaucoup des Broncos dernièrement, mais c'est ça qu'il y a pas mal de nouveaux qui a attiré un petit peu notre intérêt dernièrement. Bon, là, maintenant, on va passer à la ronde de questions. Avec, juste vous mettre en contexte, là, cette semaine, le prix de l'essence, il n'arrête pas de monter en fou. Mais depuis 2-3 semaines, en fait, au moins. Là. Puis là, il y a beaucoup de gens qui commencent à magasiner puis se poser des questions. Est-ce que je change mon véhicule? Parce que là, à un moment donné, on va se le dire, il y en a que c'est rendu qui payent quasiment pour aller travailler tellement que le gaz est rendu cher. Puis là, on a eu des questions. Mettons, une des questions, c'était quelle motorisation conseillez-vous pour un Wrangler Unlimited? Puis là-dedans, tu sais, est-ce que le modèle 4XE vaut la peine avec l'économie d'essence, avec le modèle justement hybride et tout? Puis on a eu gros des questions côté Jeep aussi, là, mais c'est un de nos essais récents, c'est normal. Oui. Puis c'est vraiment un essai aussi qu'on a aimé. Puis oui. on était dans un véhicule qui était un peu hybride plug-in qu'on appelle, qu'on n'était pas obligé de faire un sacrifice. Mm-hmm. Donc de ce côté-là, regardez, là, il y a beaucoup de gens qui me disent là, je suis mieux de. Ça vaut-tu vraiment la peine de payer plus cher pour avoir le modèle hybride branchable? De plus en plus, les rabais gouvernementaux sont moins là pour les hybrides branchables, sont encore là pour les véhicules électriques. Il faudrait que je m'update de ce côté-là. Là, ça change à tous les 6 mois là, environ. Là. Puis ça dépend aussi où est-ce que vous êtes, la province, ces choses-là. Souvent, ça va avec la grosseur de la batterie. Fait que quand il y a un rabais, c'est très intéressant. Mais même à ça, nous, on a essayé pas mal tous les moteurs, à part un. Il nous en reste 5 ans à essayer. C'est le V8 392. Mm-hmm. C'est pas un choix économique. Fait que, il n'est pas considéré dans la question actuelle. Il n'est pas considéré dans la question. Puis aussi, le Jeep 392, il part à 100 000 et plus. C'est plus une pièce de collection, à mon avis. Mm-hmm. On a essayé le 2 litres, on a essayé le V6 Pentastar, on a essayé le Eco Diesel. Puis on a essayé aussi le 4XE, c'est l'hybride branchable. Ouais. Fait que de ce côté-là, je pourrais dire que surtout quand on est dans des modèles un petit peu plus en route, comme le Rubicon, Sahara, ces choses-là, ça vient que
On est sur des gros pneus. On a un camion qui paraît mieux, qui est plus capable en route, mais qui est plus dur sur l'économie d'essence. Ouais. Tu sais, entre le 2 litres et le Pentastar, je pense que le Pentastar a fait ses preuves, le 2 litres un petit peu moins. On n'avait pas vu une méga différence d'économie d'essence entre les deux. Côté diesel, très le fun à conduire, bonne économie d'essence, mais extrêmement dispendieux à l'achat. L'option du diesel est juste trop intense. Oh, et on remonte le camion de 7 000 à 8 000 $. Le véhicule, il allait très bien. Moi, je l'aimais beaucoup. C'est un de mes préférés. Il a beaucoup de torque, mais beaucoup trop cher et extrêmement cher d'entretien. D'habitude, moi, je ne suis pas le genre de gars qui est anti-diesel puis qui est comme « Ah, ça coûte cher d'entretien », mais celui-là, pour un petit Jeep, là, il était cher. Coûte très cher. J'ai vu le coût là, d'un changement d'huile. Je m'en souviens pas exactement, là, mais c'était 300 à 500 $ le changement d'huile, là, si je me rappelle bien. Là. Peut-être que je me trompe, là, mais c'était très cher. Fait que ça peut en décourager plus qu'un de ce côté-là. Fait que en bout de ligne, le meilleur achat pour nous, pour le prix, l'économie d'essence, tout ça, c'était vraiment le modèle hybride branchable. Puis qu'est-ce que j'avais vraiment beaucoup aimé du 4XE, c'est que le mode full électrique peut être barré. Oui. Fait que là, on roule juste en électrique jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de batterie, puis là, on tombe à l'essence. À moins qu'on est vraiment agressif avec la pédale à gaz. Oui, mais encore là, tu sais, cette semaine, on a un autre modèle hybride branchable. Puis je trouve que toute la gang de hybrides branchables qu'on essaye tout le temps, ils font toujours le switch gaz, hybride, tout ça. Mais le Jeep 4XE, moi, j'étais capable de rouler, aller porter les enfants à l'école, puis ils restaient sur l'électrique tout le long. Oui, c'est parce que là, à un moment donné, si tu dis, regarde, là, je veux vraiment conduire en mode électrique, puis je me force pour rester sur le mode électrique, puis je veux pas que ça fasse zéro son, puis ça fait une grosse différence dans un Jeep, là, tu sais, c'est pas isolé, là. Oh oui. Quand on roule en mode électrique, on le sait vraiment, puis c'est agréable dans un Jeep. Tu sais, ça l'enlève du bruit dans l'habitacle, puis comme on parlait dans notre essai routier, on ne fait pas de sacrifice. On peut avoir autant un Rubicon là, avec les différentiels qui se bloquent, aller dans l'eau, enlever le toit, tous les avantages d'un Jeep. Puis on coupait l'essence, on coupait l'économie d'essence de moitié, la consommation d'essence. Les autres Rubicons qu'on avait, on faisait du 16 à 18 litres au 100. Ah ouais. Là, avec le 4XE, on a descendu environ dans du 9. Pour un Rubicon, là, avec du gros là, 35 pouces dessus, c'était excellent. Fait que si vous achetez un modèle qui est un petit peu moins équipé que le Rubicon, d'après moi, il va être encore plus économique. D'après moi, vous allez pouvoir faire un petit peu plus de kilométrage sur la batterie. Ça, c'est intéressant de ce côté-là. Puis aussi, avec un modèle hybride branchable, on n'est pas obligé d'acheter un chargeur. Fait que si vous revenez de votre job à 5 heures, puis le lendemain matin à 8 heures, vous décollez, il va être rechargé pendant la nuit juste sur le 110. Ah oui. Ça fait une grosse différence. Oui, comme on disait tantôt, le côté infrastructure, des fois, rajouter un 2-3 000 $ pour un bon chargeur, tout dépendant où est-ce que vous allez mettre votre chargeur, où est-ce que vous allez situer sur votre maison, tout ça, ça peut coûter cher. Là, avec un hybride branchable, vous n'avez pas besoin. Fait qu'en gros, regardez, si vous voulez un Jeep puis avoir une bonne économie d'essence, c'est sûr et certain, il n'y a pas de modèle de base pas cher avec le 4XE. Il faut que ce soit un Jeep quand même bien équipé. Ouais. C'est sûr qu'il vient dispendieux de ce côté-là, mais c'est un modèle que, contrairement aux autres, on ne faisait pas de sacrifice parce qu'on a pris un hybride plug-in. Non, vraiment pas. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'ils vont le sortir aussi 4XE dans le Grand Cherokee aussi. Je suis sûre que ça va faire une bonne différence. Moi, j'ai été vraiment surprise quand on a testé ce Jeep-là. Là. Tu sais, je m'attendais à rien. Je suis comme, oh my God, Jeep qui consomme full d'essence, que là, ils vont sortir un moteur hybride. Là, qu'est-ce que ça va avoir l'air? Puis finalement, tu sais, c'est un de ceux que j'ai le plus aimé. Puis je trouve que ça vaut vraiment la peine. Et l'affaire qu'il y a, c'est là, on tombe dans un petit peu dans le dilemme. Est-ce qu'on va pour un véhicule électrique ou on veut un véhicule hybride branchable? Moi, je vous dis, là, si vous n'êtes pas prêt à faire le saut full électrique, vous faites plus de millage ou la fin de semaine, vous aimez ça aller loin, l'étape pour s'habituer à faire notre switch à l'électrique, je pense qu'un hybride branchable, c'est un bon commencement pour s'habituer. Ouais. Ça nous habitue à le brancher, ça nous habitue à trouver des bornes, mais on n'est pas obligé.
Vous n'êtes pas obligé de le recharger pour qu'il fonctionne. Vous pouvez rouler puis la batterie va toujours être vide, ça ne dérange pas. Moi, c'est ça que j'aime un peu. Tu sais, moi, je suis pas, je vais être vraiment sincère, je suis pas prête à faire le switch là, 100%, à dire « Hey, j'ai un véhicule 100% électrique, c'est notre seul véhicule, puis hey, en fin de semaine, on va monter super loin. Là, il faut arrêter à telle place pour se charger, puis à telle place pour se recharger. » Il y en a qui le font, puis c'est de l'organisation et tout. Mais qu'est-ce que j'aime d'un modèle comme ça, hybride branchable, c'est que si je pars sur une bulle demain puis je veux faire 12 heures de route, j'ai pas besoin de m'arrêter, plugger mon véhicule puis attendre tout le temps. Puis quand je suis chez nous puis je vais pas trop loin, mais je roule sur l'électrique. Fait que moi, je trouve, en ce moment, c'est le meilleur des deux mondes. Si vous faites beaucoup de va-et-vient puis vous restez dans l'espèce de range là, d'environ 30 km, là, vous pouvez rouler l'électrique toute la semaine. Oui. Puis si à la fin de semaine, vous n'allez pas loin, mais vous roulez toute la semaine électrique, puis vous n'avez pas besoin de mettre du gaz dans votre véhicule. Ça, c'est un gros plus. Surtout quand vous faites des commissions pas loin, aller au gym, aller à l'épicerie, etc. C'est un gros plus. Mais la mentalité de différentes compagnies va être différente. Moi, je trouve que chez Stellantis, Chrysler, Jeep, etc., ils sont comme en retard, comme on disait au début du vidéo. Ouais. Mais c'est un retard qui est positif pour les gens qui veulent s'acheter des véhicules parce qu'eux autres vont offrir des hybrides branchables. Mais il y a d'autres compagnies, comme exemple chez GM, eux autres, dans la structure de la compagnie, ça va par phase. Puis les modèles hybrides branchables, c'est une vieille phase qui est finie. Oui. Fait qu'attendez-vous pas qu'ils vont offrir des nouveaux modèles hybrides branchables chez GM. Cette phase-là est terminée, est finie. Oui, là, c'est rendu électrique. Ils ne travaillent plus là-dessus, ils ne travaillent plus sur cette technologie-là parce que Non. pour eux autres, c'est une vieille technologie. Fait que il y avait des générations d'hybrides qui appellent là, dans le temps, là, des genres de phase 1, phase 2, phase 3, tout ça. T'avais comme ils appelaient ça un mild hybrid, t'avais un hybrid, t'avais un hybrid plug-in, puis après ça, c'était EV. On tombait full électrique. Ouais. Fait que ça, c'était les 4 stages. Fait que le prochain stage, ça va être vraiment l'évolution de la batterie. Là, mettons, si on revient chez GM, ça va être des batteries Ultium. Là, ça va être ils appellent ça des EV long range. Fait que là, on tombe dans des véhicules qui vont pouvoir parcourir plus de kilométrage avec une nouvelle technologie de batterie. Puis à minute qu'ils vont être capables de descendre le prix des batteries, descendre le poids, ces choses-là, les compagnies vont pouvoir rentrer dans des véhicules qui vont être plus rentables que les véhicules à essence. C'est pour ça qu'on s'en va vers là, parce que là, finalement, les manufacturiers voient un bénéfice, du profit à faire. Ah oui, ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de gens qui sont pour l'environnement et etc. Là. Moi, je comprends. Là. Je suis entièrement pour ça. Mais dites-vous une chose, là, les compagnies ne vont pas dire moi, je suis vraiment environnementaliste. C'est pour ça que je vais sortir ce véhicule-là. Il faut qu'il y ait un profit au bout de la ligne. C'est une business. Oui. Puis bientôt, là, avec les espèces de batteries qui coûteront moins cher, les plateformes qui vont être flexibles, tout ça, ça va être beaucoup plus rentable. Puis c'est pour ça que ça les intéresse. Fait que c'est tout pour la ronde de questions. En gros, là, celui qu'on recommande le plus, surtout pour aujourd'hui, qu'avec le prix de l'essence, c'est le 4XE pour répondre à la question du Jeep, quel qu'on recommande le plus, quel qui vaut plus son pesant d'or. Alors, c'est tout pour le podcast aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Ça nous aide toujours beaucoup. Et on se retrouve dans un prochain podcast.